Bonjour, je m'appelle Mélanie Laberge, je suis psychologue à la clinique Change et Change en famille, donc Change en famille. Et aujourd'hui, j'ai l'occasion de vous parler de l'alimentation chez les enfants, chez les adolescents, bref, chez les grands et les moins grands. J'en profite d'abord pour vous dire que j'ai reçu déjà un petit message. Ah, bonjour Amélie. D'abord, j'en profite pour remercier Isabelle et son équipe de me permettre de m'entretenir avec vous aujourd'hui, particulièrement parce que la semaine de sensibilisation aux troubles des conduites alimentaires arrive à grands pas. C'est du 1er au 7 février et dans ce genre de circonstances-là, je pense qu'on ne parle pas suffisamment d'alimentation, particulièrement chez nos plus jeunes. Donc, je me présente. Comme je vous ai dit, je m'appelle Mélanie, je suis psychologue et dans ma pratique, je travaille avec des enfants, des adolescents et des familles qui ont des préoccupations par rapport à l'alimentation, par rapport à l'image corporelle aussi, ou qui vivent avec un trouble des conduites alimentaires. Donc, aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est pouvoir quand même rapidement vous parler des comportements alimentaires chez les enfants et aussi des préoccupations qu'ils peuvent avoir et qu'on peut avoir aussi comme parent quand on voit son enfant vivre certains changements par rapport à ses comportements alimentaires. Comment on peut se sentir davantage outillé comme parent aussi lorsqu'on est témoin de changements puis qu'on commence à devenir un peu plus préoccupé. Pourquoi on parle et pourquoi c'est important aussi de parler de ces comportements-là puis de ces préoccupations-là? Parce que les préoccupations commencent de plus en plus tôt. Il y a une étude canadienne pas si lointaine qui nous montre que déjà chez les enfants de 5 ans, les petites filles savent ce qu'est un aliment diète, un aliment régime et quels en sont ses effets. Donc, elles ont déjà une certaine forme de compréhension d'une forme de restriction ou d'une forme de nourriture allégée et qu'est-ce que ça peut avoir comme effet sur le corps. Alors que ce que les études nous montrent aussi, c'est que les enfants jusqu'à l'âge de 5 ans, si on fait confiance à leurs signaux de faim et de satiété, vont s'écouter et vont manger, ils vont arrêter de manger quand ils n'auront plus faim, quand ils seront rassasiés. Ce que ça veut dire, c'est que peut-être qu'ils vont arrêter de manger des aliments sucrés un peu plus tard que ce que certains parents pourraient souhaiter, on le comprend, mais ils vont quand même se respecter. Ce qui arrive par la suite, c'est qu'on peut avoir tendance à guider, outiller, mais aussi donner des consignes par rapport à quand est-ce qu'on devrait arrêter de manger, qu'est-ce qui est bon puis qu'est-ce qui est pas bon. Et c'est là où on veut vraiment faire attention au message que les enfants vont comprendre parce que dans les faits, il n'y a pas de mauvais aliments. Il y a des bons aliments, il y a des aliments qui sont variés, il y en a qui sont bons pour le goût, il y en a qui sont bons pour différents aspects. Ce que moi je donne à l'occasion comme exemple, entre autres dans un atelier que j'avais fait dans une école, les enfants étaient déjà sensibilisés à l'alimentation, mais aussi aux différents groupes alimentaires. Et je leur demandais, est-ce que c'est bon pour la santé un hamburger? Non, c'est pas bon pour la santé! OK. Donc, si je mange un hamburger pour le déjeuner, pour le dîner, puis pour le souper, ce sera pas nécessairement bon. Non, tu seras pas bien en santé, tu vas prendre du poids, etc. OK. Est-ce que des brocolis, c'est bon pour la santé? Oui. OK. Si je mange du brocoli pour mon déjeuner, pour mon dîner et pour mon souper, est-ce que je vais être en santé? Oh. Un petit garçon qui lève sa main. Mais il n'y a pas de protéines dans le brocoli? Ben non. Donc, je n'aurai pas une alimentation variée et je ne serai pas plus en santé si je mange du brocoli à journée longue que si je mange un hamburger à journée longue. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on veut présenter aux enfants une variété. Je vois qu'il y a différents messages. Je tiens à dire bonjour aux gens qui me disent le bonjour. Ce que je vais faire, c'est que par la suite, après vous avoir donné pas mal d'informations, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, ça va vraiment me faire plaisir d'y répondre. En attendant, ce que je voudrais vraiment, c'est vous sensibiliser justement à la variété,
à la variété, puis on va en parler tant la variété alimentaire que la variété dans les activités physiques, que dans la variété des images corporelles qu'on peut présenter à nos enfants aussi. Parce que, veut pas, ce qu'on sait aussi, c'est que santé et alimentation, souvent, ben ça va de pair, mais souvent on confond santé et minceur. Alors que dans les faits, on peut être en santé et avoir différents types d'images corporelles, de silhouettes. Ce qu'on sait aussi, puisque je souhaitais mentionner parce que c'est une statistique que je trouve importante, c'est que chez particulièrement les jeunes filles âgées entre 14 et 15 ans, quand elles commencent une certaine forme de restriction alimentaire ou une diète ou un régime, ce qu'on remarque, c'est qu'elles ont 18 fois plus de chances de développer un trouble des conduites alimentaires que d'autres petites filles, d'autres jeunes adolescentes, du même âge, qui n'auraient pas développé ce besoin-là de respect de leur alimentation. Un trouble alimentaire, veut pas, on parle d'à peu près 3% de la population canadienne, des enfants âgés entre 13 et 18 ans qui en développent un. C'est quand même une donnée qui est importante, puis qui fait en sorte qu'on a besoin de sensibiliser, puis on a besoin de développer comme parents, mais comme environnement aussi d'enfants et d'adolescents, des comportements et des attitudes face à l'alimentation, mais aussi par rapport à l'image corporelle, qui vont encourager la recherche de plaisir, de satisfaction, de variété, plutôt que le concept d'être santé, donc mince, et qui vont amener une certaine forme de performance aussi associée à l'alimentation ou au sport. Ce qu'on sait, je prends les petites notes, c'est qu'on veut favoriser la variété, comme je vous disais, mais c'est aussi que on veut vraiment comprendre qu'il n'y a pas de bons ou de pas bons aliments. Il y a des aliments qu'on va manger plus de façon occasionnelle avec les enfants. Donc, moi, j'aime bien les appeler des aliments d'occasion. Ça ne veut pas dire que c'est des cochonneries. Parce que si je mange une cochonnerie, je suis quoi? On choisit nos mots pour faire en sorte que n'y a pas d'étiquette négative qui serait associée à la consommation de tel ou tel aliment, parce que des chips, ça fait du bien à tout le monde. Puis du chocolat aussi. Mais c'est là où d'en manger avec modération, avec variété, dans une alimentation plus globale va être intéressant. Ce que je vous encourage à regarder aussi, c'est les signes. On veut être vigilant aux signes de préoccupation alimentaire de nos enfants. Et comme les statistiques que je vous ai mentionnées tout à l'heure le montrent, ça peut arriver de plus en plus tôt, malheureusement. Un premier signe, ce serait un enfant qui s'isolerait pour manger. La famille, on le sait, les repas en famille particulièrement, c'est là où on a tendance à échanger le plus. C'est là où les discussions de fond vont opérer leur magie. Donc, c'est important pour les relations et les interactions familiales, mais c'est aussi important pour le côté rituel de manger tout le monde ensemble. Un enfant qui va commencer à aller manger dans sa chambre parce qu'il doit étudier. Ou un enfant qui va dire « Ah, j'ai plus tellement faim, j'ai pris une grosse collation avant l'heure du repas », puis qui va s'isoler tranquillement, qui va sauter des repas ou qui va nous ramener ses collations dans son sac à lunch ou dans son sac d'école. On peut commencer à se poser certaines questions. De la même façon, un enfant qui pourrait avoir envie ou qu'on pourrait surprendre à manger en cachette. Qui pourrait apporter une étiquette négative ou positive à différents aliments. On va commencer à regarder. On va regarder aussi si tout d'un coup il y a un intérêt pour les calories, les informations nutritionnelles. On s'entend, c'est pas parce qu'un enfant se pose des questions sur qu'est-ce que ça veut dire ceci sur la boîte de céréales qu'on doit nécessairement se poser des questions puis avoir peur que notre enfant développe ou soit à risque de développer des préoccupations par rapport à l'alimentation ou à l'image corporelle. Mais par contre, ce qu'on veut, c'est s'il commence à l'observer, poser des questions, mais guider son alimentation en fonction de ce qu'il lit ou de ce qu'il en comprend, là, on va faire attention. On veut expliquer ce que c'est.
mais aussi l'importance que dans les faits, c'est supposé avoir. On veut aussi remarquer si notre enfant commence à diminuer ses fréquentations, s'isoler davantage, particulièrement les adolescents, les réunions sociales, c'est beaucoup autour souvent d'un repas, d'une collation, d'aller dans un café, d'aller se prendre une crème glacée l'été, de sortir au resto. Est-ce que mon ado continue à y aller ou il dit « Ah non, ça me tentait pas. Ah non, j'avais pas le goût. Oh, on va aller encore au resto. » C'est toujours la même chose. On veut aller voir, on veut doucement voir comme, ben, qu'est-ce qui me dérange là-dedans? On veut comprendre. On veut voir aussi s'il a tendance à se comparer. Se comparer, lui, physiquement, parler de son image corporelle, se dénigrer, parler des autres, de comment il sent, parler de ce qu'il peut voir autour de lui. Est-ce que l'enfant, l'adolescent va aussi avoir tendance à comparer ce qu'il mange, son assiette par rapport à son frère, sa sœur, sa mère, son père? Donc, si on remarque qu'il commence à y avoir aussi de la comparaison, on va sonner une petite cloche, à savoir, bon, là, il y a une préoccupation, on va lui donner des informations. On va faire en sorte qu'on va parler d'alimentation de façon à ce qu'ils comprennent que tout est bon pour la santé avec de la variété. On veut l'inviter à revenir manger à la table, même s'il n'a pas faim, juste d'être avec nous puis de jaser. Okay? On ne veut pas qu'il ait tendance à s'isoler. Ce qu'on veut aussi, c'est ne pas commenter ce que nous, on mange comme parents, par exemple. De ne pas commenter « Oh, là, j'ai trop mangé ». Parce que dans les faits, ces commentaires-là ne sont pas préjudiciables. Il n'y a rien de mal à dire « Oh mon Dieu, j'ai trop mangé ». Mais dans les faits, si, par exemple, notre enfant, notre ado a mangé à peu près la même quantité que son parent, puis qu'il se critique déjà d'avoir mangé, puis que là, « Oh, elle a trop mangé, ça veut dire que j'ai trop mangé ». On ne peut pas imaginer les répercussions ou l'interprétation, en fait, que l'enfant, que l'adolescent va pouvoir se faire de différents commentaires par rapport à l'alimentation. On ne veut pas que ça devienne tabou. Ce qu'on veut, par contre, c'est en parler de manière positive. Donc, c'est bon, as-tu goûté cette saveur-là? De mettre l'emphase sur le plaisir de l'alimentation plutôt que sur le côté restrictif ou le côté où il faudrait surveiller de ne pas trop manger ou de manger moins, par exemple. On veut vraiment y aller en fonction de la notion plaisante et de la notion énergisante aussi de manger. Parce qu'à la base, c'est pour ça qu'on mange, c'est pour nous donner de la bonne énergie. On veut fournir idéalement une belle variété à nos enfants, à nos adolescents. Même s'ils ne mangent pas tout, même s'ils sont sélectifs, même si des fois ils disent « Ah non, c'est pas bon ce que tu fais », ben, on goûte à différents aliments. Dans l'idéal, pour les plus jeunes, on s'assure que dans l'assiette, il y a 3 types d'aliments, puis qu'il y en a un dans cette assiette-là qu'on sait qu'il va aimer de toute façon. Donc, il peut se permettre de goûter, mais quand même d'avoir quelque chose qui est satisfaisant pour lui là, au niveau de l'assiette. Si on fournit une variété, si on travaille à présenter différents modèles aussi à notre enfant, mais qu'on remarque quand même qu'il y a un changement par rapport à son poids. Est-ce qu'il prend du poids? Est-ce qu'il perd du poids? Ce qu'on veut, c'est s'assurer, est-ce qu'il est encore sur sa courbe de croissance? Parce que des fois, il y a peut-être une certaine sensibilité à est-ce qu'il en prend, est-ce qu'il en perd? Et là, on s'en fait, on se préoccupe, mais dans les faits, peut-être que notre enfant est encore sur sa courbe de croissance et qu'il en a pris un peu parce qu'il va avoir une poussée de croissance bientôt. Est-ce qu'il y a un plateau par rapport à sa croissance qui fait qu'il a grandi mais qu'il n'a pas nécessairement pris de poids? C'est seulement son médecin qui est sur sa courbe, est informé sur sa courbe de croissance, qui va pouvoir vraiment nous donner des informations plus détaillées et moins biaisées peut-être par nos préoccupations de parents par rapport au poids et à la taille de notre enfant. Quand on parlait de variété alimentaire, je souhaite aussi mentionner la variété au niveau de l'image corporelle, parce que je ne veux pas qu'il parle de préoccupation par rapport à l'alimentation, on peut aussi parler de préoccupation par rapport à ce que j'ai de l'air, ma silhouette, mon poids. Donc, si on peut
essayer de travailler avec nos jeunes, puis ça, on le travaille ici en clinique, à développer un esprit critique par rapport à ce qu'ils voient, par rapport à ce qu'ils reçoivent comme message ou comme image de ce qui est un corps, de ce qui est une silhouette dans la société. On essaie de le travailler. De un, parce que l'esprit critique, c'est jamais une mauvaise chose, mais c'est aussi que le cerveau, entre autres de l'adolescent, est, je dirais, pas mal guidé. Et si, par exemple, on voit un corps qui, socialement, on sait qu'il est accepté, on sait qu'il est valorisé, l'émotion vient prendre le dessus. Alors là, d'être capable de déterminer, est-ce que ce corps-là est un corps qui me ressemble? Est-ce que ce corps-là est un corps qui a l'air en santé? Est-ce que c'est la société qui essaie de projeter cette image-là aussi de ce que devrait être le corps, par exemple? On veut essayer de l'amener à réfléchir, à savoir pourquoi pas qu'on est bombardé, mais pourquoi on a accès à ce genre d'image-là et qu'est-ce que ça apporte aussi d'avoir ce genre d'image-là. On veut pouvoir donner aussi des modèles d'images corporelles diversifiés et variés à nos enfants. Et ça peut être par la présence de l'entourage autour, mais ça peut être aussi par la présence de livres, de jouets, qui vont montrer des personnes de différentes grandeurs, différentes tailles. Vraiment, on cherche toutes les sortes de variétés pour montrer que le corps ne correspond pas uniquement à un seul prototype. Parce que la santé, dans le fond, c'est d'être en forme. Le corps sert à accomplir les choses qu'on a à faire au quotidien, à nous donner de l'énergie, à nous donner de la puissance, à faire ce qu'on souhaite faire. Naturellement, on encourage aussi les parents à être les premiers modèles d'une image de soi qui est confiante, qui est saine, qui est bienveillante aussi face à eux-mêmes, face à leur corps. Donc, on parle de soi avec amour. Ça fait toujours du bien, même aux enfants et aux parents. Ce qu'on souhaite aussi pour les parents, c'est de montrer à bouger avec les enfants pour le plaisir. Donc, de faire des activités qui vont être plaisantes pour tous en famille. Donc, il n'y a pas nécessairement la notion de performance qui est associée au fait de bouger. Donc, je dirais que si on met ces différentes choses-là en place, on ouvre la porte à un bel échange, une belle discussion avec nos enfants. Si malgré tout, on a des préoccupations par rapport à l'alimentation de notre enfant, par rapport à son poids, par rapport à certains changements, par rapport à son humeur, etc. L'idéal, c'est quand même d'aller consulter. D'abord, de vérifier avec l'équipe école, est-ce que vous avez remarqué des changements? Est-ce qu'ils sont à l'aise de vous en parler? Est-ce que vous pouvez échanger là-dessus? Mais par la suite, ce que l'APA, qui est l'American Psychological Association, recommande, c'est vraiment une démarche qui inclut le médecin, le psychologue, mais aussi le nutritionniste pour s'assurer que, dans le fond, les trois sphères vont être bien entreprises par un professionnel qui comprend comment fonctionnent les préoccupations, puis comment il comprendrait aussi comment fonctionne un trouble alimentaire s'il y en avait un. Donc, moi, ça fait le tour des informations que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui. Je vais juste vérifier s'il y a des questions qui sont peut-être un petit peu plus précises. Oui, effectivement, c'est très préoccupant d'entendre que les petites filles de 5 ans s'inquiètent de leur alimentation. Je suis entièrement d'accord avec vous. Beaucoup de jeunes et d'ados présentent des signes d'anxiété élevés. Faut-il se préoccuper des conséquences sur leur alimentation? C'est une excellente question. L'anxiété, dans les faits, c'est une réponse à un danger qui est perçu. Et de manière générale, si on avait à percevoir un danger, ce ne serait pas le temps d'aller se faire une petite collation, ce serait le temps de techniquement se sauver du danger. Donc, de manière générale, le stress, des moments intenses de stress peuvent avoir effet de couper l'appétit. Donc oui, ça peut avoir un effet de faire en sorte que notre jeune, que n'importe qui en fait, peut avoir moins faim dans ces moments-là.
Par contre, quand on est plus de l'ordre d'une certaine forme d'anxiété, donc des préoccupations qui sont là de manière générale, présentes, un petit peu plus fréquentes, ben, ça se peut que ce soit une émotion qui est difficile à gérer et ça se peut qu'on ait tendance à, d'où l'expression populaire, de manger un peu nos émotions. Dans le fond, d'utiliser l'alimentation comme une stratégie pour gérer une émotion qui est difficile à tolérer de manière générale. Donc oui, le stress, l'anxiété peut avoir des répercussions sur l'alimentation des jeunes. Si on est, par exemple, dans un cas où un jeune vivrait une période d'anxiété parce qu'il est dans une période d'examen, ben à ce moment-là, ce qu'on encourage, c'est de trouver d'autres stratégies pour gérer le stress, entre autres de faire de l'activité physique. Puis là, bon, oui, mais là, ça m'empêche d'étudier. Oui, à ce moment-là, pendant le 15 minutes, le 30 minutes où on va aller prendre une marche, on va faire du vélo ou autre, peut-être que tu n'étudieras pas, mais tu risques d'être plus concentré pour ton étude. Tu risques aussi d'avoir peut-être un petit peu plus faim, parce que veux pas, moins on mange, plus notre corps est vulnérable aux différentes émotions, incluant le stress et l'anxiété, et on peut s'embarquer dans un cercle vicieux. Donc, de venir briser ce cercle vicieux-là en mangeant des collations plus régulièrement, en faisant de l'activité physique, en mettant en place différentes stratégies de gestion du stress ou de l'anxiété, vont aider à ce que l'alimentation se régularise. Mais ça se peut qu'à certains moments, il y ait moins de faim et il y ait moins de prise alimentaire standard. Ça va se rétablir avec la régulation de cette anxiété-là par la suite. J'espère que j'ai été claire. Madame Michaud. Ici, Madame, attends un petit peu. Madame Régimbald, je suis nutritionniste, porte des jugements sur les différences corporelles. Ils le font de façon non intentionnelle. Est-ce que tu as des lectures que tu pourrais leur suggérer? Oui, en fait, il y a différentes lectures qu'on peut suggérer. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a mis un livre d'une de mes collègues, Catherine Sénécal, psychologue, qui a écrit Ton poids, on s'en balance, qui est paru, je crois, l'année dernière, qui est un livre justement à l'intention des parents qui vient, dans le fond, sensibiliser aux différents commentaires qu'on peut faire. On s'entend que les commentaires, souvent, ne partent pas d'une mauvaise intention. Ce qu'on veut, c'est que notre enfant soit heureux. Ce qu'on veut, c'est son bien-être. Mais de manière générale, peu importe le type de commentaire, on essaie d'éviter les commentaires par rapport à l'image corporelle. Parlons d'autre chose que du corps, parce qu'on est tellement plus. Parlons de ce qui l'intéresse. Parlons de ce qui le passionne. Parlons de ce qui va moins bien. Déjà, de diminuer les commentaires sur le corps en général, que ce soit le sien, que ce soit celui du parent, que ce soit celui de la voisine d'à côté, on essaie d'éviter le plus que possible les commentaires sur l'image corporelle. Ici, ah oui, donc moi je recommande régulièrement ce livre-là. Effectivement, c'est le livre de Catherine Sénécal. J'ai mon garçon du temps. Donc, pour des enfants qui... Pour des enfants qui auraient peut-être certaines sélectivités alimentaires, c'est certain que ça ne rentre pas nécessairement dans je ne peux pas non plus donner des conseils individuels à chacun de par le fait que je n'ai pas l'entièreté de l'information concernant chacun. Je ne peux pas me permettre de donner des conseils parce que j'ai besoin de plus d'informations. Par contre, dans le cas des sélectivités alimentaires, ce qu'on veut, c'est continuer à donner de la variété. Donc, par exemple, un enfant qui n'aimerait pas la viande, la viande peut faire quand même partie de son assiette, mais peut-être pas dans la même proportion. On veut quand même faire en sorte qu'il va être exposé à différents types alimentaires, puis qu'à un moment donné, peut-être qu'il va décider d'y goûter. Peut-être dans un autre contexte aussi qu'il va décider d'y goûter, mais là, à ce moment-là, si vraiment la sélectivité de faire en sorte qu'il y aurait une carence ou qu'il y aurait un manque, ça c'est peut-être davantage de l'ordre du nutritionniste, de la nutritionniste, pour
proposer des alternatives. Mais ce qu'on veut, c'est voir est-ce que c'est au niveau des textures, est-ce que c'est au niveau du goût, est-ce qu'on est de l'ordre d'une hypersensibilité au niveau sensoriel ou il n'aime pas du tout ça. Donc, il y a différentes explications aussi. Donc, ça vaudrait la peine de peut-être se renseigner. Déjà avec notre enfant, de dire qu'est-ce que tu n'aimes pas là-dedans, est-ce que c'est le goût, est-ce que c'est la texture, est-ce que c'est difficile à avaler? Et puis après ça, d'aller voir qui peut nous aider à travers ça. Est-ce que c'est davantage un ou une nutritionniste pour s'assurer qu'il n'y aura pas de carence, par exemple. Malheureusement, Madame Lapierre, je ne peux pas vous aider par rapport à des conseils pour remonter l'énergie. Je pense que c'est davantage en lien... Oh, pardon! C'est davantage en lien avec peut-être ce que Isabelle pourrait vous proposer en termes de conseils. Malheureusement, je voudrais vous aider, mais ce n'est pas mon domaine. Ensuite, voilà, Isabelle est en train de répondre. Excellent. Donc, si on a fait le tour des questions, moi, je vais vous souhaiter une bien bonne journée. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas là, dans les commentaires, je pourrai y répondre avec plaisir par rapport, en fait, davantage en mode écrit. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup pour votre attention et j'espère que les petits conseils vous auront été utiles. Au revoir.